Alors, bonjour à tous, bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une réflexion. Une réflexion autour de l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais avec un angle de vue un peu décalé, un angle de vue un peu spécial. Généralement, si vous regardez les débats autour de l'intelligence artificielle en France, vous allez constater particulièrement donc sur les chaînes mainstream l'apparition de deux personnages, le docteur Laurent Alexandre et le philosophe Raphaël Antoven. Alors, moi, je m'intéresse à l'IA, je travaille dans l'IA, et quand je dis je m'intéresse, je n'aime pas les titres d'experts, etc., même si je pense que j'ai un niveau beaucoup plus avancé que la plupart de ces fameux experts-là, d'ailleurs, sur YouTube, etc., parce que de par mon profil tout simplement académique et ma passion et les activités que je mène au quotidien. Bon, bref. Ici, en fait, j'aimerais donc, ma réflexion est celle-ci, c'est que quand je regarde donc j'écoute les débats donc sur l'IA au travers donc de ces deux personnages, Raphaël Antoven et le docteur Laurent Alexandre, en général il y a deux sortes de d'idées qui voudraient que d'une part donc le philosophe Raphaël Antoven soutient de manière plus, donc je grossis, l'idée selon laquelle l'IA ne pourra pas remplacer les humains et que l'humain bien sûr reste toujours au-dessus de l'intelligence artificielle, de par sa capacité à être, de questionner le divin, d'aller questionner la conscience, l'intuition, etc. Bon, bref, donc c'est une thèse que défend, on va dire en soi, c'est un peu logique de par la profession du philosophe. De l'autre côté, le docteur Laurent Alexandre, qui a aussi donc il soutient quelque part aussi une pas totalement une forme de contraire, mais en tout cas, on s'y rapproche dans le sens où lui aussi il considère que cette fois-ci maintenant, l'IA va dépasser, a déjà quelque part même dépassé les humains, en prenant des exemples dans le domaine de la médecine, pour effectuer des diagnostics qui sont assez très puissants, et des analyses beaucoup plus élaborées que certains médecins. Et donc le débat se construit là-dessus, sur le plateau, avec chacun qui défend sa thèse de part et d'autre. Et après, à la fin, il y a une forme de consensus à peu près. Le public est le troisième juge. Ici maintenant, il y a un aspect sur lequel j'aimerais revenir et qui me semble important, sur le fait que je trouve quand même pas très complet ce type de débat, parce que ça ne met pas sur pied, ça n'apporte pas la vision d'un ingénieur, d'un expert qui travaille pour le coup, cette fois-ci, qui touche aux outils d'intelligence artificielle, qui met la main dans le cambouis, comme on dit, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui conçoit, comme moi, qui conçoit, qui crée, et qui déploie des outils d'intelligence artificielle. On va prendre le cas donc des outils plus connus qui ont le vent en poupe, les grands modèles de langage. Donc ChatGPT en l'occurrence, de par sa popularité. ChatGPT, c'est quoi évidemment? Vous avez un expert bibliothécaire que l'on pourrait qualifier ainsi, d'accord? Je prends des métaphores pour que le propos soit plus facile à digérer, ok? Capable d'aller vous chercher n'importe quelle connaissance au sein de la bibliothèque. OK? Le problème c'est quoi? Il y a plusieurs problèmes, mais je vais vous en donner quelques-uns. Premier problème, c'est que déjà il faudrait que la bibliothèque soit complète au niveau des connaissances. D'accord? Si vous entrez dans une bibliothèque, je ne sais pas si vous faites Mathsup ou Mathsp, vous faites peut-être je sais pas le calcul topologique ou l'étude des fonctions un peu avancées en mathématiques, ou je ne sais pas, ou en sociologie, peu importe votre domaine, d'accord. Si vous demandez ou si vous souhaiterez avoir ou faire des recherches sur une connaissance bien particulière de votre domaine et que la bibliothèque ne dispose pas en sa possession un des bouquins en relation avec cette connaissance dans son étagère, vous voyez bien que ça pose problème. Vous pouvez pas avancer plus loin. Alors, premier problème. Deuxième problème, c'est que, admettons même que la bibliothèque dispose du bouquin en question, d'accord, dans lequel se trouve la connaissance pour laquelle vous venez faire la recherche. Il faut ici maintenant que la bibliothèque soit bien rangée, parce que si la bibliothèque n'est pas bien rangée, vous allez perdre un temps fou. Mais le bibliothécaire va perdre un temps fou, enfin vous également bien sûr, parce que vous pouvez vous mettre à deux, d'aller chercher ce bouquin au sein de la bibliothèque. Donc voilà. Alors, deux problèmes. Deuxième problème. Alors, le troisième problème qui me vient là tout de suite, c'est quoi? C'est aussi que
même si le bouquin, donc après avoir pris le temps, la peine, etc., de chercher le bouquin au sein de la bibliothèque, même si vous parvenez à trouver le bouquin, imaginons que nous sommes en 1980, enfin que le bouquin a été écrit en 1990 et nous sommes en 2010, d'accord, et que les connaissances dans le domaine en question ont évolué. Dans la recherche scientifique, par exemple, je sais pas, le calcul des distances entre les astres, etc. Si entre-temps on a pu découvrir une nouvelle théorie qui dirait que la NASA a mis sur pied des systèmes beaucoup plus sophistiqués qui montrent que les astres se déplacent, je ne sais pas, enfin vous voyez en tout cas une nouvelle théorie qui a fait avancer la recherche. Et si le bouquin a été écrit en 1990 et nous sommes en 2010, au moment où vous venez chercher ce bouquin-là, après donc nous avoir perdu un temps fou pour trouver le bouquin, et même si vous parvenez à trouver le bouquin, vous verrez que les connaissances dans ce bouquin-là ne sont plus à jour. Voilà trois grands problèmes, par exemple, que l'on rencontre lorsqu'on utilise les outils d'intelligence artificielle. Donc, il y a ce qu'on appelle évidemment le phénomène d'hallucination. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, c'est tout simplement lorsque vous utilisez ChatGPT et en retour vous avez une réponse qui, en apparence, vous donne l'impression d'être vraie. Sauf que si vous regardez de plus près, et si vous vous intéressez véritablement à comment l'outil a fait pour vous répondre, vous allez constater qu'il y a des erreurs. Et parfois, c'est très grossier, donc tant mieux parce que ça permet de facilement détecter ces erreurs-là. Le problème, c'est que comme nous entrons de plus en plus dans une sophistication du traitement de la donnée, ces outils nous bluffent et on n'a pas souvent l'impression, à la lecture d'emblée, en première instance, d'avoir une fausse réponse. Mais sauf que c'est une réponse construite de manière factice. Ça a simplement l'impression voilà, d'être une réponse fournie par un raisonnement très avancé. Voilà, par exemple, les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans la mise sur pied des outils d'intelligence artificielle. Mais là, véritablement, donc je vous donne de manière plus high level, on va dire, à un niveau beaucoup plus large et plus facile à comprendre, ce que pose véritablement les systèmes d'intelligence artificielle. Il y a maintenant un autre aspect sur lequel qui vraiment est plus profond et sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez, que nous réfléchissions ensemble, mais qui a déjà en partie été amené en tant que sujet par certains philosophes et sociologues. Ici, il s'agit de la question de Jean Baudrillard, qui a très bien posé cette question-là dans son bouquin Simulacre et simulation. D'accord? Allez le rechercher, lisez-le, je l'ai déjà relu une deuxième fois, mais lisez-le vraiment, d'accord? C'est très profond, il y a des implications, il y a aussi d'ailleurs Guy Debord dans la société du spectacle, mais ça c'est un peu plus loin, plus avancé. Mais là aujourd'hui, j'aimerais mettre du doigt la question que Jean Baudrillard a déjà posée dans son bouquin Simulacre et simulation. Alors, pour résumer rapidement, si dans Simulacre et simulation, Jean Baudrillard la thèse finale qui défend, c'est que nous sommes dans une société d'hyper-réalité. D'hyper-réalité, pourquoi? Parce qu'en fait, nous vivons des fausses réalités en soi, d'accord, qui, in fine, font que nous sommes en fait dans une simulation géante qui maintenant surpasse la réalité. Donc le fait de vivre dans une fausse vérité au quotidien, fausse réalité, condenser ces mini fausses réalités font en sorte que la simulation est d'autant plus sophistiquée et donne l'impression que nous vivons dans la réalité réelle, d'où le simulacre, etc. Donc vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi le lien cette fois-ci avec l'intelligence artificielle? Le lien, il est celui-ci, c'est que un outil d'LLM ne comprend pas effectivement comprendre au sens raisonnement, conscience de l'humain, ce que vous tapez sur l'interface donnée. Ce qui s'effectue derrière, c'est un calcul probabiliste qui est effectué par l'application de sophistication du big data sur un calcul mathématique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va calculer à chaque fois que vous allez taper un prompt. D'accord? Votre prompt va être converti sous forme de données numériques, en forme de vecteur numérique. Ce vecteur numérique va être comparé à d'autres vecteurs également dans une base de données vectorielle
par un calcul justement de recherche vectorielle pour pouvoir comparer les vecteurs les plus proches de votre vecteur de base qui est donc votre prompt en dernière instance. Mais dans ce calcul de vecteurs, de cette recherche vectorielle, dans le mot proche, rien n'est garanti que l'on trouve exactement la vraie vérité, le vecteur en soi réellement qui répond à la question de base de l'utilisateur. Parce que pour les problèmes que je vous ai cités en début de vidéo, d'accord, comme nous entrons de plus en plus dans un modèle économique dans lequel nous avons accès à la puissance de calcul, le big data, les data centers, le cloud, la puissance de calcul combinatoire assez phénoménale, et aussi la massification, les données assez gigantesques à disposition. Tout cela conjugué, bien sûr, et bien mis en place par les ingénieurs informatiques et bien sûr les designers et UX. Voilà, enfin, pour rendre l'expérience utilisateur assez agréable, vous donne l'impression que vous avez un outil qui vous comprend et qui est donc capable d'inférer, d'aller chercher n'importe quelle réponse que vous pourrez poser sur son interface de données. Sauf que ce n'est pas la réalité en soi. Ce n'est pas la réalité tout simplement parce qu'il y a encore toujours les biais aussi, mais les hallucinations d'autant plus. L'idée en soi est bonne, mais sauf que pour les plus jeunes surtout, qui n'ont pas le recul et qui déjà n'ont pas assez, à qui on n'apprend plus vraiment la manière de penser, comment articuler une pensée, cela va être problématique d'année en année, parce que cela créera quoi? La fabrique des crétins. Donc l'éducation nationale qui n'est plus capable de s'aligner avec l'avancement à grande vitesse V de ces outils d'intelligence artificielle. Donc on entre de plus en plus dans ce champ de problèmes que je viens de vous esquisser. À vous maintenant de comprendre les implications derrière, mais je pense que c'est assez très clair pour moi, pour que vous puissiez prendre réellement conscience de ce qui est en train de se passer au niveau de la mise sur pied des agents intelligents. Les grands bénéficiaires, évidemment, de tout ce système-là, de tout ce marché, ce sont les big tech firmes américaines, OpenAI, Microsoft, bon bref, vous voyez, voilà, on entre également, ça pose aussi des problèmes à l'échelle géopolitique, à l'échelle de la souveraineté numérique, mais par la suite souveraineté géopolitique, etc. Parce que demain, des grandes entreprises, pour l'instant start-up telles que OpenAI, pourront condamner des États tels que la France et bien d'autres États dans le monde entier, parce que condamner ou faire du chantage à travers la retention des données ou à travers simplement du sabotage numérique en fonction des zones géographiques, fournir des mauvaises réponses à certains territoires parce que vous ne serez pas d'accord avec le gouvernement américain pour des raisons de Homeland Security et tout le reste. Je ne sais pas si vous véritablement vous voyez bien la teneur des événements, mais je suis en train de vous donner des exemples très concrets de ce qui est en train de se passer, sans compter évidemment l'aspect économique, donc des salariés, du remplacement de toutes les tâches actuellement qui sont en train d'être remodelées justement par ce que Joseph Schumpeter avait appelé destruction créatrice. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça a été très clair. Mettez un pouce, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Le but c'est de pouvoir vous faire réfléchir et de vous donner réellement l'essence de ce genre de débat entre par exemple Raphaël Antoven et le docteur Laurent Alexandre, sauf que le manque là-dessus, c'est de ne pas mettre sur pied sur un plateau quelqu'un comme moi, en tout cas un profil d'ingénieur, d'expert, et qui a également aussi la vision sur les deux aspects en philosophie et également dans l'aspect de penser les conséquences et les impacts de ces outils au sein de la société. Voilà, merci et à la prochaine. Restez concentrés. Au revoir.